À côté quand même. Ok, bah, je commence donc. Ok. Ouais. One, two, one, two. Bonjour et merci François de nous avoir invités sur la DEFCON 4. Alors, je vais être très rapide. Je m'excuse d'avance parce que normalement, c'était Thierry Guagou, le créateur du produit et de la société, qui devait venir. Thierry est malade, donc c'est moi qui le remplace. Je suis Georges-Antoine Gary de la société Highguard. Je m'occupe du marketing et de la communication. Je suis vraiment navré, j'ai honte, mais devant un public technique comme vous, mais voilà. En fait, François nous a demandé à nous, petite entreprise française qui travaille dans la sécurité informatique, de venir expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi la plateforme Pi pour créer notre appliance de sécurité qui permet de, comment dire, commercialiser notre produit d'une autre façon auprès de certaines cibles plus entreprises qui ont beaucoup de postes à gérer avec notre outil. Alors, je vais déjà mettre mes lunettes pour ne pas faire semblant que je vois. Voilà. Donc, notre produit, c'est quoi? C'est un produit de endpoint detection and response. Euh, je vais vous passer quelques slides comme ça, mais c'est les deux derniers qui sont vraiment intéressants pour vous. Dans l'idée, on a un outil qui intègre un peu d'intelligence artificielle. Alors nous, ça fait juste 2 ans qu'on le dit, on n'est pas dans la mouvance de dire tout AI, tout AI, mais on a voulu mettre de l'AI pour permettre à un administrateur en entreprise de bénéficier d'une protection quasi absolue. Pas besoin de mise à jour, de traces, de choses comme ça, ou de liste de virus pour fonctionner. Il est 100% autonome. Il a pourtant besoin de se connecter au réseau, donc il fait un scan du réseau, et c'est, si j'ose dire, un produit qui est vraiment dédié à l'administrateur de la sécurité dans l'entreprise. Il n'y a que lui qui peut dire telle chose va passer, telle chose ne va pas passer. Vous avez tous entendu parler des petites attaques qu'il y a eu ces derniers temps sur différentes sociétés. On l'a vu passer aussi. Bah voilà, il ne s'est pas installé chez nous puisque le produit fonctionne sur une base très simple. Il n'y a que l'administrateur qui peut autoriser une install, un logiciel ou quoi que ce soit à aller sur les postes protégés par Highguard. Donc dans l'idée, contrairement à un antivirus, nous, on est installé comme un service sur le noyau Windows. Alors, désolé de dire ce mot à la conférence DEFCON, mais Windows, c'est quand même l'endroit où on peut faire un peu d'argent quand on est une société française dans la sécurité. Et donc, on s'installe comme un service Windows. On est directement intégré dans le noyau, ce qui fait qu'on n'est pas attaquable à partir du moment où le poste de travail a été installé. Donc, je vous passe le côté marketing des choses. Nous, à part notre cible, micro-entreprise, PME, ETI, les grands comptes, je mets toujours une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus gérer 3 millions de postes sur 27 sites distants, plus des data centers. Il faut quand même se calmer et rester lucide par rapport à ce qu'on sait faire. Donc, on a 3 niveaux de protection dedans. Protection standard, qui vous permet d'arrêter à peu près tout ce qui se passe et l'administrateur dit oui ou non. Protection stricte, rien n'est possible.
absolument rien. Et protection éditeur de confiance, c'est-à-dire qu'on intègre les mises à jour des éditeurs qui sont déclarés par l'administrateur réseau comme étant de confiance. On peut bloquer on peut bloquer les disques durs, on peut bloquer les clés USB. Voilà, c'est tout simple, c'est un clic dans l'outil de gestion. Alors, et on est en train de lancer notre appliance en ce moment. Notre appliance, on a choisi, j'espère que la photo est assez grande, un Pi. Alors, je ne suis pas technicien, ne me demandez pas quel niveau, quel machin, quel truc. On a choisi le Pi. Pourquoi? Parce qu'il permettait d'être suffisamment petit et, comment dire, posable dans une salle. Pour être clair avec vous, on ne peut pas dire aux gens qu'on a un outil autonome qui, justement, bypass un petit peu tous les risques du réseau, tous les trous du réseau et choses comme ça, et être obligé d'installer ça dans un rack qui va s'intégrer dans l'informatique et tout. On s'est dit que non, nous, à la limite, le gars qui gère la sécurité, s'il veut l'avoir sur son bureau, il l'a. On parle en particulier des PME, TPE, où on n'a pas forcément beaucoup de place. Donc pourquoi ce choix? Bah déjà, le rapport prix-performance. Travailler avec du Pi, bah, ça permet d'aller vite et encore une fois, pour une petite entreprise comme nous, iGuard a 3 ans maintenant comme produit, c'est pas des frais incommensurables. À côté de nos locaux, j'ai même vu, l'autre jour dans une poubelle, une 100 ou 150 boîtes de Pi, qui étaient mises, comme ça et je me disais: «Mais quel est le gars qui a installé autant de Pi autour de chez lui?» Deuxièmement, je viens de vous en parler, la taille réduite. Un outil sans mise à jour, dans un rack, c'est pas commercialement intelligent. Donc on s'est dit, encore une fois, la taille importante. Et facilité d'intégration. Comme vous vous en doutez, on a besoin de blinder l'OS, on a besoin que le truc soit complètement inattaquable, y compris de l'interne dans l'entreprise. Il y a vraiment, encore une fois, que l'administrateur de sécurité qui y a accès. Ensuite, on avait besoin d'un matériel connu, reconnu et universel. Or, le Pi, dans notre vision des choses, atteint ce niveau de connaissance et d'universalité dans le monde informatique pour qu'on puisse parfaitement l'intégrer dans des plus grands réseaux avec des couches multiples. Vous êtes aussi bien placé que moi que pour savoir, dans certaines entreprises, on trouve encore du netware ou des choses comme ça. Donc, assez facile à regrouper avec les autres. Et un truc tout con, la boîte. Alors, j'ai pas pu vous en amener, j'ai pas eu le temps de repasser au bureau, mais si vous voyez, on a une boîte relativement élégante sur laquelle on a collé un sticker qui fait absolument pas bricolage. Or, ça paraît très bête, mais la plupart des choses que j'ai vues sous Pi, hélas, François, excuse-moi, mais ta tasse connectée, par exemple, on ne peut pas se permettre de vendre une solution de sécurité à une entreprise en arrivant avec un truc, avec des fils qui dépassent et des machins et des trucs. Là, on trouve facilement des boîtes, des choses dans lesquelles on peut l'adapter qui font propre, qui font professionnel. Et de toute façon, pour nous, c'est un outil professionnel puisqu'on base tout notre développement commercial, ou une grande partie en tout cas, sur le lancement de cette appliance. Et je vous remercie de votre attention et j'en profite pour remercier François et ses partenaires de nous avoir invités à parler devant vous. Très bonne journée et bonne continuation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, je vais vous l'envoyer par email. Je suis très plug. Excusez-moi, il y a des solutions agréées de sécurité maintenant, ça commence à se développer. Vous avez quelque chose en cours avec eux ou On est en cours avec l'ANSSI, on s'est enregistré dans différents programmes, je ne sais pas exactement comment ils appellent ça, et on est également French Tech depuis très peu de temps. Donc on a reconnu que voilà, mais l'ANSSI, le problème c'est que
Enfin, pardonnez-moi, on n'a pas le relationnel qui nous permet de rentrer directement à l'ANSSI et de faire youhou, on est certifié. Donc ça passe vraiment par des process longs, il faut qu'on prouve, enfin vous devez connaître. Voilà. Mais on est en relation avec eux et je pense qu'on devrait être certifié ANSSI et faire partie des solutions. En tout cas, pour la cybersécurité, on est recommandé par la French Tech. On fait partie des startups. Il faudrait que je vous retrouve ça, je vous l'enverrai par mail quand on aura échangé. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est votre positionnement par rapport à un CIEM ou type d'appliance de sécurité. Puis la deuxième, vous êtes un endpoint response security, quelque chose comme ça. Detection Voilà, response, ouais. detection, mais finalement, vous mettez sous forme d'appliance. Donc, je me dis, c'est un peu à l'opposé, finalement, je dirais, du positionnement initial. Pas Et- vraiment. non. En fait, l'appliance nous sert pour aller sur des plus grands réseaux. Typiquement. C'est beaucoup plus facile, grâce à l'appliance, de diffuser, puisque l'install se fait à partir de la console d'admin iGuard. Donc, la console, utiliser une appliance, même si effectivement ça peut paraître un petit peu choquant, ça nous permet beaucoup plus facilement d'explorer et d'installer sur les postes de travail. Ouais. Oui, oui, oui. Tout est dans l'appliance. SCADA, c'est dur. Ah oui, pour répondre à votre question, nous, on se positionne. On est issu d'un grossiste informatique qui s'appelle GS2I, qui est le grossiste qui avait amené GData en France. On a vendu pas mal de logiciels antivirus. On se retrouvait à chaque fois confronté. En fait, on a eu un souci. Et c'est à ce moment-là que Thierry s'est dit, mais j'en ai marre. Il y a de l'AI qui est facile quand même à récupérer. Il y a des choses qui sont faciles à développer. Nous, on ne va pas révolutionner le monde. Tout ce qu'on peut garantir, nous, c'est que rien ne va s'installer sur les disques durs, que rien ne va pouvoir être pris via une clé USB ou même quand on enlève un disque dur. C'est ça la garantie qu'on propose. Et face aux menaces actuelles, nous, on est complémentaires de tout le reste, même si on le dit aussi, et c'est pas crâner, c'est simplement dire une vérité. Avec ce système-là, on protège déjà de 99,9% des risques qui peuvent arriver. On sait pertinemment que dans une entreprise, Mme Paulette, excusez-moi, c'est très misogyne de dire ça, mais elle va arriver avec sa clé USB pour télécharger un jeu, et puis elle va nous infecter tout le bousin. Là, voilà, c'est compatible. Ça cohabite sans souci. J'ai moi-même F-Secure et sur mon poste, j'ai F-Secure et iGuard qui cohabitent. C'est pas ça, c'est que on est entre nous, c'est un produit de daube, mais non, non. Non, mais vous avez raison, ça paraît paradoxal, mais en fait, pour ne rien vous cacher, à une certaine époque, j'ai bossé pour F-Secure. Et moi, ce que j'aime chez eux, chose qu'on ne fait pas nous, c'est un outil de protection de la navigation qui m'énerve quand je dois mettre à jour certains logiciels. Mais F-Secure a quand même un outil de protection de la navigation qui est vraiment très, très sympathique. Et en plus, je connais un petit peu le gourou technique, comment il s'appelle, François, aide-moi, de F-Secure, notre ami suédois. Là. Enfin bon, je le connais, j'ai toute confiance en ce qu'il fait et on partage cette philosophie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Dans 5 minutes, on reprend. Donc, si vous voulez prendre un petit café, vous avez juste le temps. Et on se retrouve pour les sessions suivantes, donc en amphi et en salle 2, dans 6 minutes exactement. Alors, ici, on va avoir du coding for fun. Ça va être du lourd. Voilà, connaissant les deux développeurs à côté là. Voilà, voilà. Et à côté, c'est la plateforme JDOM. JDOM, en fait, c'est une plateforme de domotique française open source
qui aura utilisent également un petit tunnel. notamment de l'API. D'accord? Je vous envoie ça. Voilà. Voilà. Merci Donc beaucoup, après, hein. c'est à voir. Qu'est-ce que vous préférez? Alors. C'est pas à moi. Alors. Oui. J'ai ça. Je vais vous envoyer un petit mail. Et que je rafraîchisse ma note. Avec les... Pas encore, on aimerait bien. Sauf qu'on bosse, on a des clients dans le genre. Il y a plus de lecteurs. Non, non, non. Ok. Allez, je vous écoute. Non, mais il y a une dame là, vous avez mes coordonnées. Ça me rassure. Sur du CPM. Très bonne fin de journée. Au revoir.
En air géologique ou en minute? Mais vous pouvez le huer quand il va arriver. Oui. T'as pas l'impression qu'on t'attend? Non, non, jamais. Alors, question facile peut-être, mais c'est pas certain. Le nom du projet espagnol qui permet de recréer une rétroconsole de type Amiga, mais avec une pie, donc c'est un petit boîtier et tout. Donc le nom du projet. Rien que de taper l'information sur Google, ça va mettre 10 minutes. Bon. C'est drôle, vous n'avez pas posé une question simple. Alors si, alors bon, alors ça c'est pas. Quel est le nom de cette école? C'était le projet qui s'appelait, c'est l'Armiga en fait, c'est Armiga, donc c'est à base d'armes, voilà. Donc bon, un projet assez sympathique. Alors, peut-être que vous saurez celle-là. Qui aurait trouvé? Bah moi évidemment. Où se trouve l'œil de Jupiter? Alors, référence à la série culte Battlestar Galactica, évidemment. Saison 3. Non, non. Où se trouve l'œil de Jupiter que les Cylons et que la flotte des colons recherchent? Non. Où se trouve l'œil de Jupiter? Alors, c'est pas une planète, hein, c'est un monument en fait. Non. Alors, sinon, pour ceux qui ont vu Thor, on peut parler de l'anus de Satan. Parce qu'il y a dans Thor Ragnarok, on était mort. Alors, pour votre culture, c'est le temple des 5. Bon, d'accord. Bon, ok. Encore une fois, qui c'est qui aurait trouvé la Bon. réponse? Bon. Voilà. Bon, alors ça, c'est de l'actualité pure et dure quand même, hein. Là, moi, je peux pas faire plus simple. Combien de qubits possède le processeur quantique d'Intel? Non, 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 non. Non. Qui c'est qui fait une boucle là? 17, bravo. Ah, génial. Et c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc je chercherai d'autres questions aussi faciles que ça. Merci. C'est bon, on peut commencer maintenant que tu as fini ton jeu? Voilà. Mais non, tout le monde a apprécié, tout le monde connaissait les réponses. Bonjour tout le monde, je m'appelle Salah Amer, je suis technical leader pour la société ALD Automotive et Karim Zegour qui est avec moi, qui est senior architecte software aussi à ALD.
On est ici pour vous parler de Coding for Fun. Donc en fait, on va vous montrer deux choses. En fait, au début, on peut se venir avec une seule démo. Et en fait, quand on a fait la démo, quand on a préparé la démo hier, on s'est dit, vu les gens qu'on va avoir, on va aussi essayer de montrer un truc professionnel parce que si on montre que la deuxième démo, on va peut-être se faire allumer par François. Donc du coup, ah oui, d'abord, il faut faire un peu de propagande. Tiens, je te laisse faire la propagande. J'aime pas la propagande. Alors, comme notre logo que vous avez vu le laisse penser, on est une filiale de la Société Générale. On est spécialisé dans le leasing automobile, donc principalement pour un public professionnel pour l'instant. On est numéro 2 mondial sur cette activité. On possède environ 1,5 million de voitures, où ça ne saurait tarder. Et on est présent dans 43 pays. Qu'est-ce qu'il faut rajouter là-dessus? Nous, on travaille dans la holding. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur la boîte qui chapeaute les 43 pays. Et l'essentiel de notre activité, ça va être de créer des logiciels et des produits qui pourront être utilisés par ces pays. C'est pas un public conquis, parce qu'ils aiment bien se fabriquer leurs trucs eux-mêmes aussi. Et c'est à nous de les faire mieux que eux. Comme ça, ils utilisent les nôtres. Voilà. Il n'y a rien qui fait plus de bien que d'avoir des applications qui fonctionnent et qui sont utilisées, n'est-ce pas? Alors, là où on travaille, Salah et moi spécifiquement, c'est sur les outils web. Donc, on a un portail à destination de nos clients. Donc, on va avoir principalement les drivers et les gestionnaires de flotte. Les drivers, c'est les gens qui conduisent des voitures. Et les gestionnaires de flotte, c'est les gens qui vont commander des véhicules pour leur public de professionnels, livreurs, etc., etc. Et on a une deuxième activité autour du web qui va être la revente de voitures en sortie de leasing. Pour vous donner une idée, c'est le site de vente aux enchères de véhicules qui a le plus gros chiffre d'affaires d'Europe. On écoule un peu moins d'1 milliard d'euros de voitures par an avec cet outil-là. Et c'est un système de vente aux enchères. Ça marche un petit peu comme vente privée. Les concessionnaires reçoivent des emails qui leur disent « Attention, il y a un lot de 10 Clio 4 qui vont arriver en vente bientôt ». Ils se ruent sur le site, ils posent leurs enchères et éventuellement, ils remportent les véhicules. Bon. C'est fascinant, n'est-ce pas? On est basé à Rueil-Malmaison. On travaille principalement sur les technologies Microsoft. Donc, Salah et moi sommes développeurs depuis... voilà, quoi. Moi non plus. Idem. T'as un câble? Ouais, ok. Alors, on va meubler. On travaille à Rueil-Malmaison. On a des stagiaires de 42 qui viennent apprendre à développer, nous aider, apporter leurs idées, leur créativité. On en a un exemplaire ici. Lève-toi. Ouais, il va pas se lever. Voilà, le Dre 2 là-bas. Et puis, on en a eu d'autres. On en aura sans doute d'autres. Il n'y a pas de raison. Ce qu'on fait principalement... Ça va être développer donc des outils principalement orientés web ou applications mobiles. Vous avez vu, j'ai le bouton meublage. Ah, ça c'est fini. Bon, on utilise principalement donc les technos Microsoft pour nos développements. Tout le monde n'est pas fan de ces technos, pourtant nous on en fait des choses fantastiques. Donc, alors on utilise principalement ASP.NET Core pour ce qui est développement. Côté web, côté application mobile, pour l'instant on est chez un prestataire qui fait du Cordova. Et plus tard, ça va migrer sur Xamarin. Et également, on est le site de vente aux enchères dont je vous ai parlé est la première grosse application professionnelle hébergée sur Azure en France. Donc voilà, on s'est cassé les dents dessus. On a mis à peu près 1 an et demi à faire que ça marche correctement. C'est pas quelque chose dont on a honte, on va dire, parce que ça marche plutôt bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, on apprend à maîtriser notre budget Azure, ce qui est un deuxième exercice. Du coup, maintenant que vous savez qui on est et où on travaille, on va parler de Coding for Fun. Ça, en fait, c'est l'agenda qu'on va aborder pendant la présentation, pendant la première démo. Tu fais vachement bien l'hôtesse, en fait. L'état des lieux, en fait, pour les voitures, on arrive de plus en plus à des véhicules en fait qui sont plus des voitures, en fait. Maintenant, sont quasiment ce sont des ordinateurs. Et dans un avenir très très proche, ça va être des robots avec des roues. Que ce soit pour Tesla ou BMW, maintenant ils ont déjà leur propre système d'application qui peuvent être embarqués à l'intérieur. Et le problème, en fait, c'est que tous les véhicules, ce sont pas ça. Par exemple, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une Tesla. Ou celle-là, même si j'ai eu le plaisir de la conduire. Et du coup, il y a plein d'options qu'on n'a pas sur nos véhicules qui sont pourtant super importants.
Et du coup, moi, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, un truc super moche. J'étais en vacances et là, pas de bol, j'étais dans les bouchons et j'ai mon pneu arrière gauche qui crève. Pneu arrière gauche dans les bouchons, aucune chance de s'en rendre compte sans détecteur de crevaison. Et là, il y a un mec qui est à côté de moi dans les bouchons et qui me dit excusez-moi, votre pneu arrière, il est crevé. Donc du coup, je descends. Effectivement, je constate que j'ai un bout en métal qui est énorme dans le pneu. Par chance, j'ai de quoi réparer. Donc du coup, je répare la voiture et je repars et je m'arrête au premier garage. Arrivé au garage, le garage me dit bon bah par contre je vais quand même démonter la roue pour vérifier que tout va bien. Et il démonte la roue, il fait bon bah le pneu en fait l'anti-crevaison a bien marché, mais par contre vu que vous avez roulé avec le pneu crevé, bah du coup je dois changer le pneu. Et du coup je me suis dit putain si je m'étais arrêté tout de suite, bah du coup j'aurais pu changer, enfin j'aurais mis un coup d'anti-crevaison dessus et j'aurais pas eu besoin de changer le pneu. Et donc bah du coup moi je me dis j'ai une BMW, je vais appeler BMW, je vais leur demander combien ça coûte d'installer le système sur mon véhicule. Et là, je les appelle, et là, ils me font, ça coûte 570 €. Vous vous foutez de ma gueule, je ne demande pas à changer l'ordinateur de bord, je veux juste un détecteur de crevaison. Il me fait, non, non, c'est le prix. Ok, bon, bah, je vais le faire tout seul. L'idée, c'est que, donc, comme je vous disais, le prix pour le BMW, donc 570 €, c'est clair, c'est mort. Après, sur Internet, j'ai trouvé d'autres systèmes en fait, qui sont des valves en fait, qu'on met directement dans la jante. Mais bon, pareil, là, ça coûte entre 50 et 150 € pièce. Il y a 4 pneus, donc voilà, ça fait un peu cher aussi. Et du coup, bah, la solution, bah, c'est de tout faire soi-même, en fait, et de prendre une autre solution. Et du coup, la solution que moi j'ai prise, c'est cette petite chose. Cette petite chose, j'en ai 4 sur ma voiture. Ça m'a coûté à tout casser 15 €. Et l'idée, en fait, ça fait quoi? C'est que donc j'ai un module Bluetooth, un sonar et la carte mère Arduino. L'idée, c'est qu'il va analyser la hauteur par rapport au sol de la voiture. Et dès que la hauteur va varier et que la variation va rester fixe, bah, du coup, il va détecter la crevaison. Comment? Non, c'est au niveau du pare-choc. Du coup, je vais vous montrer. Voilà. En fait, c'est pas ma voiture, hein, par contre. Donc j'en ai 4 qui sont positionnés sur la voiture. Donc un au niveau des bas de caisse arrière, deux au niveau des bas de caisse arrière gauche et droit, et 2 au niveau du pare-choc avant et arrière. Enfin, à gauche et à droite, pardon. Du coup, l'application... Là, les gens, ils font... Le mec, il fait du Windows Phone, s'il te plaît, quoi. Je dois faire partie peut-être des 3 personnes dans le monde qui utilisent encore Windows Phone. Il n'y a que nous d'ailleurs. Il n'y a que nous qui y croyons encore. Non, non, mais même c'est pas grave. Nous, on espère quand même. Donc l'idée, c'est que là, en fait, j'en avais qu'un seul qui était connecté, donc il me donnait la distance par rapport au sol. Donc ça, c'est la distance fixe. À chaque fois qu'on redémarre le véhicule, du coup, il va recaler la hauteur de la garde sol. On ne sait jamais si la voiture elle est plus chargée que la fois précédente. Donc, qui ne disent pas vous avez crevé, alors qu'en fait, c'est juste que la femme d'un de vos potes est montée dans la voiture. Ouais, ou toi aussi quand tu montes dans ma voiture. Donc l'idée c'est que quand après donc le téléphone, enfin quand le Arduino a détecté que du coup il y avait une variation, il va envoyer un message sur votre téléphone en disant que le pneu il a crevé. Il va vous donner la localisation du pneu qui a crevé et il va vous demander si vous êtes capable de réparer tout seul ou pas. Et là, du coup, j'en viens à l'idée pour... ce truc-là, je l'avais conçu à l'origine pour déconner, parce qu'en fait, j'avais pas envie d'acheter un truc qui coûtait 500 €. Je préférais le monter moi-même et je trouve ça plus fun de le fabriquer, en fait. L'idée, après, pour ma société, c'est en fait, tous les trucs qu'on va faire, on va les faire... La plupart des trucs, on va les faire pour le fun. Mais l'idée, c'est quand même de trouver une plus-value à ce truc-là, en fait. Et moi, pour ma boîte, du coup, j'ai trouvé un truc. C'est que, du coup, sur les véhicules qui ne sont pas équipés de détecteurs de crevaison, on les a équipés. Et du coup, on est capable d'envoyer une assistance à nos clients s'ils ont crevé, sans même qu'ils le sachent, en fait. Ils ne sont pas au courant qu'ils ont crevé. Et nous, on va les appeler pour leur dire qu'ils ont crevé, qu'on peut venir ou bien les remorquer s'ils ne sont pas capables de réparer tout seuls, ou bien les informer qu'ils doivent s'arrêter et réparer. Ouais, il y a plein de questions, ça va être cool. Allez-y, les questions. Ah, il y a un micro pour les questions. Au niveau des statistiques, le nombre de faux positifs que vous avez, c'est quoi? Vous faites des hits à combien Alors, de j'en ai pourcents, pas. J'ai pas de faux positifs parce qu'en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il prend pas qu'une seule valeur. Il va prendre une valeur qui va durer, enfin, il va prendre une valeur qui va être sur 10 à 15 secondes. Et il n'y a qu'au bout de 10 à 15 secondes que du coup, il va dire que tu as crevé ou pas.
Et par contre, juste une petite parenthèse, maintenant qu'il en parle, c'est que la ville dans laquelle j'habite, en fait, on a utilisé aussi ce système du coup pour informer la ville des zones de la route qui sont endommagées. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers de la smart city et du coup les gens, j'avais été voir ma ville et je leur ai fait, moi je suis capable de vous dire où il y a des problèmes sur la route. Du coup, en fait, ils m'ont donné une API et du coup, j'ai juste connecté ça à l'API de la ville de Massy et roule ma poule. Voilà. Ouais, j'ai une question par rapport à la somme de ce que ça coûte. Ouais. On va pas mettre une électronique comme ça au niveau du bas de caisse. Il y a un boîtier, quelque chose pour protéger. Oui. On lave, la Là, boue, du coup, etc. là, Donc ça s'ajoute. Enfin, oui, ça s'ajoute, mais en fait, ça coûte peanuts en fait. C'est juste peanuts. Moi, j'ai une imprimante 3D à la maison. Après, je sais que tout le monde n'en a pas une. Mais vous pouvez aller, par exemple, dans n'importe quel Maker Faire, Makefab, où vous pouvez fabriquer en fait des boîtiers. Et en général, ça coûte, en tout cas, c'est peut-être 1 ou 2 euros. et le fait de dans ce boîtier-là, en fait, bon, dans le temps, ça tient. Et Si ça s'écoule, oui, ça tient, puisqu'en fait, du coup, moi, je l'ai carrément vissé en fait au niveau du pare-choc et au niveau des bas de caisse. Mais j'ai un pote à qui je l'ai installé aussi sur sa voiture. Il a une voiture de leasing, donc il peut pas toucher à la voiture. Et en fait, on l'a accroché avec un système de colle fixeuse qui du coup bouge pas en fait. Mais l'avantage, c'est qu'il n'a pas modifié la voiture et que quand il va la rendre dans 3 ans, il a juste à les enlever et rendre la voiture. Comment ? Et c'est alimenté comment? N'importe quelle batterie qui fournit du 5 volts. N'importe quelle batterie qui fournit du 5 volts. Et une batterie, par exemple, là je l'ai pas, là c'est la grosse que j'ai, mais une batterie qui fait la taille de ça, c'est ce que j'ai sur ma voiture, ça tient 1 mois. 1 mois, au bout d'1 mois, en fait, on enlève et on recharge. Voilà. Je crois qu'il y avait quelqu'un là qui avait une question avant. Il avait levé la main avant. C'était la Je même suis question. trop content, vous avez plein de questions, je suis super content. C'était la même question pour l'alimentation. Et est-ce que vous avez prévu de faire une carte vous-même? Parce que là, j'ai vu que vous aviez Arduino et Ouais, Ou- totalement. En fait, l'idée, c'est que c'est super fun, ça coûte pas cher, mais le problème, c'est que ça implique d'avoir 4 modules Bluetooth sur la voiture. Ça fait un peu chier. Après, l'idée, c'est que l'avantage, c'est que j'ai pas de câble qui court dans la voiture. Si j'avais qu'une seule carte mère, il faudrait que j'ai les sonars, en fait, le câble des sonars qui parcourt partout dans la voiture. C'est là qu'en fait, que je vais utiliser un Raspberry Pi. C'est pour centraliser en fait les informations, et du coup, c'est le Raspberry Pi qui va envoyer les informations à mon téléphone. Du coup, en fait, même si j'ai toujours les 4 modules Bluetooth, c'est pas grave, il n'y a que le Raspberry qui va m'envoyer des infos. Ouais. Me poser la question du coup par rapport à l'étanchéité en fait. Alors, l'étanchéité, les premières versions que j'avais faites, je les avais fait avec, comme je le disais tout à l'heure, avec une imprimante 3D. J'ai eu des soucis d'étanchéité. Au niveau du boîtier, au niveau de l'accouplement du boîtier. Et en fait, j'ai juste rajouté une résine. J'ai juste rajouté une résine par-dessus. Et en fait, du coup, ça a réglé le problème. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas essayé simplement avec un gyroscope, en posant le téléphone sur la banquette arrière? Alors, en fait, la société pour laquelle je travaillais avant de chez ALD, je travaillais pour une société qui fabrique des robots. Gyroscope, accéléromètre, je connais très bien parce que c'est ce que j'installais sur mes robots. Le problème, c'est que en fonction de ce que tu vas payer sur ton téléphone, de l'appareil, du gyroscope et de l'accéléromètre que tu vas mettre dans ton téléphone, il va être plus ou moins précis. Et clairement, en termes de précision, c'est vraiment de la daube par rapport à ça. Enfin, c'est pas que c'est de la daube, c'est-à-dire que par rapport, tu vas avoir une variation qui va être trop grande d'un téléphone à un autre. Voilà. Et le code est open source? Alors le code, il est open source. Je vais vous le donner. En fait, je vais donner l'adresse du site sur lequel vous pourrez télécharger le code et d'où vous pouvez acheter les pièces, etc. Et juste une petite parenthèse, c'est que autant on fait du Windows Phone, c'est sûr, mais j'ai aussi fait l'application Android et iOS. Mais on l'a fait sous Xamarin, faut pas déconner. Ah non, c'est pas une blague du tout. Ah non. Non, mais oui. Non, mais par contre, on a fait l'application en Xamarin, du coup, en fait, c'est full compatible. J'ai vu une question aussi se lever. Oui.
En fait, vous pourriez carrément rajouter un 5e et vous avez un radar de recul. C'est prévu. C'est prévu, mais sur la mienne, par exemple, là maintenant, j'en ai un en fait de radar de recul. Donc, ça vaut pas le coup d'installer l'option. Mais par contre, pour les véhicules qui sont pas équipés, effectivement, ça coûte pas plus cher en fait. C'est la même chose, le code est pareil. Et figure-toi qu'en fait, ça c'est une question que je me pose réellement. C'est une question que je me pose réellement en fait à faire parce que j'arrête pas de me demander, tu vois, quand je pars, j'arrête pas de me demander, putain, est-ce que j'ai bien fermé la voiture? Vous n'êtes jamais posé la question quand vous êtes loin? Putain, faut que j'y retourne. J'ai pas ça sur la mienne, moi. Tu travailles où? Je vais venir travailler chez toi. La solution de ne pas avoir de câble, moi je trouve ça très bien parce qu'il y a des gens, par exemple, ils ont envie d'installer ça, ils vont dire ouais, mais j'ai pas envie de tirer les câbles à gauche, à droite, etc. Moi, on m'a sorti combien de kilomètres il y a de câbles dans une voiture. J'ai juste halluciné quand on me l'a dit. Tu sais combien il y a de kilomètres de câbles dans une voiture? Il y a 4 kilomètres de câbles dans une voiture. Non mais t'imagines, 4 kilomètres de câbles? Le jour où tu as une panne électrique, tu fais comment? C'est moche, ouais. Et juste le comportement de l'Arduino, parce que je connais pas trop ce truc-là, est-ce que ça arrive que l'application freeze ou plante et le module redémarre, c'est ça, il recharge, il redémarre? Alors du coup, le module redémarre automatiquement si jamais il freeze. Mais honnêtement, moi je l'ai jamais vu freezer. Quand la voiture elle est éteinte, en fait, ça envoie un signal pour que les Arduino s'éteignent. Et dès que je l'allume, bah, du coup, les Arduino s'allument à ce moment-là. Donc il y a un reset de toute façon. Mais moi, ils ont jamais planté. Alors, vous avez dit que pour chaque module, la batterie tient un mois. C'est Ouais. pas un petit peu pénible à changer? Et ensuite, une petite sous-question. J'avais vu qu'en regardant pour Z-Wave de la domotique, Ouais. qu'il existe des modules qui récupèrent de l'énergie à partir de la chaleur cinétique, je crois même à partir des ondes radio. Est-ce que vous comptez l'utiliser, ça? Alors, ça me dit absolument rien. En revanche, ce que je peux te dire par rapport à l'idée d'avoir installé ça sur un système de batterie, c'est qu'en fait, je voulais pas toucher à la voiture. Le plus simple, en fait, ça aurait été de me raccorder directement, par exemple, sur les feux ou les anti-brouillards. Il y en a à l'avant et à l'arrière. J'aurais pu me raccorder dessus, mais ça implique de toucher à la voiture. Et honnêtement, je préfère ma solution qui est de me dire que c'est pas grave. Si quand il n'y a plus de batterie, je les enlève et puis je les charge la nuit et c'est reparti pour un mois, plutôt que d'avoir à toucher la voiture. C'est quelque chose que je voulais pas faire. J'aurais pu, mais je voulais pas le faire. Il y a cette question de garantie. Dès qu'on touche à une voiture, en fait, la garantie des parties expire à peine on les effleure. Et là, l'idée, c'est, à part le fait de le fixer à la carrosserie, c'est comme ça cette partie-là. Ok. À part le fixer à la carrosserie de la voiture, ça mange rien, quoi, et ça touche pas à la garantie. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, ah, vas-y. Vas-y. ALD, comme vous calculez, ça m'irait bien parce que 7 x 4, ça fait 15 selon vous. Alors moi, chez ALD, ils ne calculent pas du tout comme ça. Et la deuxième, c'est pour l'organisateur. On avait dit 100% Raspberry Pi. Alors, je viens de voir le ENCO. Voilà. Et sinon, bravo. C'est voilà, super utilisation et notamment le lien avec l'open data dans votre ville. Ça, c'est top. Il y a un truc que je veux vous montrer en fait, c'est que justement par rapport au Raspberry Pi, c'est que le système que moi j'ai installé sur les Arduino, vous pouvez faire exactement la même chose en fait sur du Raspberry Pi. Ça en fait c'est une carte de prototypage qui vous permet d'afficher des points d'entrée, des points de sortie sur le RASP. La seule différence que vous allez avoir, c'est que en Arduino vous codez avec un IDE, l'IDE d'Arduino avec un simili Java C#, un truc qui ressemble à ça. Que sous ça, si vous avez installé un Linux sur votre RASP, vous codez à la limite en Python. Si jamais vous avez des questions sur comment est-ce qu'on peut adapter la même chose que ce truc-là sur un Raspberry Pi, je l'ai déjà fait. Donc si vous voulez le code, je peux vous le partager aussi. Voilà. Non. Non. Bah, je me ferai un plaisir de regarder alors. Tu demandes à Seb. À Seb? D'accord. D'accord. Ben, je regarderai alors. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah maintenant tu vas couper la caméra parce que le truc qu'on va aborder, on ne peut pas en parler en public. Si jamais vous avez besoin d'aide sur des projets que vous avez ou des choses que vous avez en cours, des idées que vous voulez développer et que vous ne savez pas comment commencer, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit lui ou moi.
On se fera un plaisir de vous aider. Les slides, tu les partages quelque part après? Donc du coup, les slides seront sur le site de Programmer, donc vous aurez nos coordonnées aussi sur le site de Programmer. Voilà. Donc pour la première partie, c'est fini. On regarde la caméra ouais, et on t'es comme compte ça, sur la toi. discrétion de tout le monde. En fait, non, plus il y a de personnes qui vont utiliser cette chose-là, plus ce sera intéressant. Alors, ça c'est nous, et ça c'est On va pas refaire la section propagande, hein, c'est pas la peine. un autre projet. On s'est dit, on va essayer d'avoir un usage un petit peu plus fun et sociable des technologies dont on parle aujourd'hui. Et une idée qu'on a eue, c'est un projet qui s'appelle MyHugs. Il a un code name qu'on vous laissera le soin de découvrir. Principalement, en fait, quand vous faites des soirées, quand vous sortez, quand vous allez à des rave parties, des festivals et tout ça, vous passez votre temps à faire des câlins à des gens. Il y en a que 2 dans la salle qui le font. Il y a l'autre là qui rigole au bout. Là. Néanmoins, si jamais ça vous arrivait un jour, vous sauriez qu'il existe des solutions. En fait, vous rencontrez pas mal de gens très sympas, puis vous oubliez de demander leurs coordonnées, vous les perdez de vue. Ouais, c'est peut-être plus pratique. Vous les perdez de vue, et puis c'est bien con parce que vous les reverrez bien. Alors, on a un petit projet qu'on a bricolé vite fait pour vous montrer une utilisation possible des Arduino et puis des technos de type NFC, qui s'appelle donc MyHugs. Ça se compose de 2 parties. Grossièrement, vous avez un collier autour du cou. Donc, c'est pas plus gros qu'un badge de conférence type ce que François a autour du cou. Et en fait, tout le monde pourrait en porter un. Et on se dit, chaque fois qu'on fait un câlin à quelqu'un, eh ben, on va organiser un échange de données. Vous avez un pendant Android. Donc, c'est une appli Android qui permet de définir vos coordonnées de contact qui seront disponibles via le sensor. Et après, vous faites votre vie. Et puis ensuite, vous regardez la récolte sur vos téléphones mobiles. C'est marrant, non? Enfin, moi, ça me rendrait bien service. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Ça doit être parce que je suis pas clair. Alors, il y a 2 gros morceaux. Il y a un morceau Android. Donc, on a développé une application avec Xamarin. Évidemment, c'est la même chose. On peut le faire sur iOS, sur Windows Phone. Simplement, on l'a fait rapidement. Donc, ça a uniquement été fait sous Android. Et puis, on a la deuxième partie qui va être la partie hardware, en fait, qui est un petit peu plus fun de la chose. Et c'est là que Salah nous a aidé sur son projet. On a besoin d'un Arduino qui va servir principalement de contrôleur pour l'engin. Un sonar pour détecter les opportunités de rapprochement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas scanner du RFC en boucle parce que ça bouffe de la batterie inutilement. On va se concentrer sur les moments où il y a de la proximité. Un lecteur NFC, ce qui est bien pratique. Et puis l'IDE Arduino pour faire du dev dessus. Et ça là va nous expliquer aussi un petit peu après cette partie-là. Alors, l'assemblage. Du coup, comme je vous l'ai dit, en fait, côté Arduino, en fait, il faut que je vous montre quelque chose. Il y avait beaucoup de monde qui connaissait Arduino ou pas du tout ici? Ok. Oh, une belle majorité. Arduino, à l'origine, c'est ça. On est d'accord? Après, en fait, on a eu des versions un peu plus petites. On a eu le Arduino Nano qui est là. Du coup, il est dans sa petite pochette. Et surtout, la petite dernière version. Donc là, en fait, ce qu'on a utilisé, c'est le plus gros ici. C'est pour ça qu'en fait, là, la taille il est quand même énorme. Donc pour un collier, c'est qu'un prototype. Faut pas déconner. On va pas se le mettre comme une laisse autour du cou. Hein. Non. Donc ça, c'est la carte de prototypage. Donc forcément, c'est énorme. Ça, c'est l'Arduino Mini. Et c'est celui-là qu'on veut utiliser, en fait. Donc c'est celui-là qu'on utilisera sur le projet final quand on l'aura. Du coup, au niveau du capteur NFC, donc comme a dit Karim, en fait, la seule chose qu'on a utilisée, c'est le capteur NFC. Ici, vous avez le code pour pouvoir ajouter la librairie. Vous avez déjà fait de l'Arduino ou codé du Arduino ou pas? Oui? Non? Je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. L'environnement d'Arduino est pas super beau en fait. Du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, Microsoft, ils ont un plugin qui permet d'ajouter des projets Arduino à l'intérieur de Visual Studio. Et là, c'est beau. Ça, c'est trop beau. J'ai vu ça ce matin, j'ai failli avoir un orgasme. 2015, 2017, les deux sont compatibles. En fait, c'est un MSI que tu installes directement sur ton un XMI
que tu installes sur ton ordinateur. Et j'ai vu ça ce matin, j'ai fait OK, plus jamais j'utiliserai l'environnement d'Arduino. C'est moche, mais bon. Oui, Oui, ça il marche sur fonctionne toutes les aussi sur éditions de Community. Visual Studio, de toute façon. Et donc ça, en fait, c'est la ligne de code qui vous permet de récupérer le tag que du coup le NFC aura détecté quand vous serez en mode câlin. Voilà. Il faut dire que ça brille par sa concision. Le matériel en lui-même, c'est rien de très compliqué à nouveau. Combien coûte un mini Arduino Nano, comme tu as montré tout à l'heure? Bah vas-y, change. Ah. Voilà. Arduino Nano, 5 boules. Capteur Bluetooth, 5 balles. NFC, 8 €. Donc, c'est-à-dire que pour un total de, je sais que j'ai un comptable dans la salle, 16 €, vous avez un moyen de rester en contact facilement avec des gens. On n'est pas bloqué sur la forme que ça peut prendre. On parle de collier parce que c'est pratique et puis ça se met à peu près à la bonne hauteur tout seul. Après, on laisse à la discrétion de chacun. Pour la partie Xamarin, on a développé ça en C#. C'est un peu longuet sur certains aspects, donc on va se focaliser sur les parties qui sont intéressantes, notamment sur montrer subrepticement l'interface graphique, plus se concentrer sur la partie qui va pouvoir communiquer avec l'Arduino. Vous avez pour la mise en page des trucs qui s'appellent des activities en Xamarin, et ça correspond plus ou moins à un écran. Un écran ou un morceau d'écran que vous pouvez ensuite agréger par la suite. Et après, vous avez une classe derrière qui vous permet de gérer les interactions. Donc, c'était des valeurs à des propriétés de contrôle, choper des événements et tout ça. Alors, les principales étapes du projet, c'est sur ce PC-là? Ok. Ouais. On n'a rien fait de très compliqué. Concernant la partie Visual Studio, on a utilisé Visual Studio 2017. Comme on a dit, nous, on a la version Enterprise parce qu'on a un abonnement MSDN, mais ça marche aussi sur les éditions Community. Il n'y a pas de souci avec ça. Ah, voilà. Bien. Alors, au niveau du dev, c'est rien de très compliqué. Là, c'est un projet Xamarin standard avec l'interface Android. Vous avez quelques ressources, c'est tout ce qui va être image et tout ça que vous pouvez utiliser dans votre application. La partie layout va contenir les écrans qui vont s'afficher sur le terminal mobile. Le langage qui est utilisé pour définir les écrans, ça s'appelle du XAML. C'est un langage à balise de type XML. Et en fait, vous définissez dessus des propriétés et vous avez aussi un designer graphique qui vous permet de placer les contrôles à l'écran un petit peu à la sauce Microsoft si vous avez déjà un petit peu essayé. Voilà, donc on va prendre peut-être lequel a des choses à voir. Celui-là, il n'est pas très intéressant. Ouais, le setup, il est plus sympa. Donc ça, c'est le formulaire où on va mettre ces informations personnelles, celles qui seront partagées via le tag. Donc on a, j'ai mis au pif un nom, le nom sur Facebook, comme ça on peut vous retrouver, téléphone mobile, et puis ce qu'on peut ajouter après, c'est laissé à nouveau à la discrétion de chacun. Ça, de l'autre côté, est-ce que tu peux afficher la vue source, s'il te plaît? Non, juste le XAML. Voilà, tout à fait. C'est une syntaxe qui est similaire à ce qu'on a en XAML si on fait du WPF. XML, c'est juste la version pour Android, c'est du XML pour Activity. Mais c'est le même esprit que du XAML si vous avez déjà fait du WPF ou du défunt Silverlight à un moment ou à un autre. Personne qui a utilisé Silverlight sur Terre. Ça, j'y croyais pas. Tu vois. Merci, Salah. Comme ça n'a pas été enregistré vu que ça n'a pas été dit au micro. Alors, grossièrement, vous avez un conteneur qui va contenir l'essentiel qui va contenir un contrôle ou un écran. Ensuite, à l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez. Là, j'ai mis des text view. Pour le texte statique, vous avez des edit text. Vous leur donnez des identifiants. Personnellement, je me suis mis avant-hier au dev Xamarin. J'en avais jamais fait de ma vie avant. J'ai plus l'habitude de faire du dev web. J'ai jamais fait de Xamarin. C'est pas très challengeant, franchement. En un jour et demi à peu près de boulot, j'ai le gros du projet qui fonctionne et je suis pas plus meilleur développeur que quelqu'un d'autre ici, je suppose.
Ensuite, ça c'est la partie interface graphique. Ensuite, tu peux ouvrir par exemple Setup Activity. Je ne sais plus comment j'ai appelé. Ah oui, Setup Activity, c'est bien ça. Et là, vous avez après le code qui va interagir. Donc ici, c'est le formulaire qui va permettre de saisir ces données personnelles. Je ne me suis pas donné une peine phénoménale pour le faire en MVVM. J'ai voulu le faire vite fait parce qu'on n'avait pas un temps considérable. Et puis après tout, l'idée, c'est coding for fun. On passe un temps pas trop conséquent à concevoir la chose et c'est plus le rapport entre l'instant créatif et le résultat qui va être intéressant. On n'a pas envie de passer 6 mois à se courir après la queue. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simple. Alors, ici, vous avez... Ouais. Voilà. Donc, une fois que l'application est lancée, c'est le formulaire que je vous ai montré tout à l'heure qui vous demande vos données personnelles que vous pouvez saisir dessus. Là, je vais juste connecter à une batterie. Ouais. Les infos. Merci. Karim Zegour. C'est quoi déjà ton numéro de téléphone? Si je reçois des SMS, je serai flatté. Tu peux, de toute façon, t'as plus de téléphone. Je me suis fait voler dimanche. Ça arrive à tout le monde de s'endormir dans un train et de se retrouver avec le pantalon découpé au cutter, avec le téléphone et le portefeuille en moins, non? C'est un retour de soirée complexe. Donc, du coup, là, ça y est, j'ai rentré les informations. Je n'ai pas rentré de numéro de téléphone. Je n'ai pas Voilà. rajouté d'informations supplémentaires à partager. Et ensuite, je fais Save My Info. Et là, du coup, en fait, il a sauvegardé sur le tag NFC les informations que je lui ai données. Ce qui fait que, du coup, à chaque fois qu'il va rentrer en contact avec quelqu'un, il échangera ces informations. Voilà, donc en gros, les différents porteurs de cette affaire-là, dès qu'ils sont à distance dite de câlin, on va avoir un échange d'informations automatique. Après, vous pouvez consulter la récolte sur votre téléphone, comme je vous ai dit. Ça, c'est une partie qui n'est pas très finie. Qui n'est même pas fini du tout, parce que c'est moche. Bah oui, c'est moche. Mais on a fait nos petits... Et en fait, elle plante en Elle a plus. planté. Bon, ça doit être le code que tu as rajouté, ça, là. Non, ça, c'est le tien, ça. On ne le saura jamais. Est-ce que tu peux expliquer la partie communication Bluetooth avec Xamarin, vite fait? Ouais. Alors, en fait, côté Xamarin, quoique, après, en fait, on va plutôt laisser du temps pour les questions. Ça, du coup, on le partagera de toute façon, le code source. Oui. Sur le site de Programmer, on vous partagera aussi le code source, donc cette application-là, plus le code source qui est sur le Arduino. Est-ce que vous avez des questions? On est à votre disposition. C'est marrant, il y a moins de questions quand même pour ton truc que pour le mien. Oui, parce qu'ils n'osent pas dire que ça les intéresse. Juste pour info, en fait, c'est que là, on a fabriqué ce truc-là, c'était clairement pour déconner, mais c'est juste pour montrer en fait comment est-ce qu'on peut utiliser les différents modules qu'on peut avoir ou qu'on peut acheter n'importe où pour des trucs fun à fabriquer. Il n'y a pas de limitation en fait à ce qu'on peut créer. Pour ceux qui sont développeurs, le fait de faire du hardware avec de l'Arduino fait que vous pouvez enfin toucher à l'extérieur. Avant, les programmes qu'on faisait, en fait, ils étaient stockés dans un ordinateur et ils touchaient à rien d'autre que l'ordinateur. L'avantage d'avoir maintenant la capacité de développer, que ce soit sous Arduino ou Raspberry Pi, c'est qu'on peut toucher à l'environnement extérieur. Et ça, franchement, pour nous, c'est juste archi fun. Oui. Notamment un truc qui est extrêmement intéressant pour moi. Moi, je suis un développeur sur gros PC habituel, voire de grosses applications. J'ai jamais fait d'électronique ou de dev embarqué. Franchement, en tant que développeur, on va dire, de bureau, entre guillemets, j'ai trouvé ça relativement facile de comprendre comment les différentes parties allaient s'emboîter les unes dans les autres, comment faire fonctionner les différents composants Arduino et Xamarin ensemble. C'est vraiment quelque chose de sympa. Et on arrive à une époque où on va pouvoir vraiment fabriquer des choses nous-mêmes. Certes, il y a encore le prérequis de savoir développer, mais je pense que dans la pièce, ça devrait aller normalement. Et à partir de ça, vraiment, c'est la porte ouverte à notre imagination et on peut vraiment même partir sur des petits projets hardware pour se faire plaisir, pour rigoler. Voir, tout à l'heure, notre bien-aimé stagiaire a présenté vaguement notre projet MyHugs à différentes personnes et il y avait un enthousiasme assez présent tout de même et ça nous a fait plaisir. Sachant que c'était une idée en l'air vite fait parce qu'il fallait faire une démo, on a trouvé ça gratifiant. Voilà.
En tout cas, si jamais vous avez besoin d'aide pour commencer, si jamais vous avez besoin d'aide pour, vous avez un projet en tête et que vous ne savez pas où commencer et comment commencer, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous aider. Oui. Voilà. Et c'est sincère. Si vous avez des questions. Quand est-ce que c'est en vente? Vous êtes Vas-y, pressé. le mignon. Ah, le nom du module Bluetooth? Oui, parce qu'en fait, on peut aussi renommer le module Bluetooth pour qu'il ait son nom à lui. Bah, je sais pas, faudra s'associer au module. Non, le nom de code du projet avant, quand on l'appelle MyHugs, c'était Fuck Me Later. Ce qui est néanmoins plus ou moins ce que les gens vont faire avec notre outil. Donc autant être honnête sur. Je t'avais dit de couper sur, la vidéo. Je t'avais dit de couper la vidéo. Voilà, c'est trop tard, on a dit des gros mots maintenant. Bon, bah merci en tout cas pour votre attention. Et petite question. Ouais, Attends, j'ai une question sur ma t'as une partie du question. truc. Laisse-moi en Vas-y, profiter. Non, moi, c'est juste une question pratique. Parce qu'on- Il a tellement pas de succès. Non, c'est peut-être tout bête, mais par rapport, on parle d'outils de développement, tout ça, effectivement, on a parlé donc des produits, mais pour pouvoir en fait acheter ces produits, on va tout bêtement sur le web Sur et on les Amazon. trouve sur Internet. Sur Il y a Amazon. des sites un peu. Non, va directement sur Amazon, tu Sur reçois Amazon, les. c'est ça, hein, c'est ça. Ouais. Moi, je commande tout sur Amazon Ouais, non, directement. mais s'il y avait des sites de prédilection, quoi. Ah oui, non, tu. Attends. Tout le monde n'est bouge pas d'accord. Oui, attends, il doit avoir un partenaire privilégié. Non, mais si on peut passer 3 € à 2 € pour des enfants. Alors. Pour acheter en gros. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus cher si jamais tu as des partenaires. Alors, je dirais qu'Amazon, c'est le niveau de bisounours. C'est le niveau bisounours. Bon, Amazon. Voilà. Le niveau un petit peu plus licorne, plus fun, c'est eBay. Là, voilà, en fouinant un petit peu, on a des petits prix intéressants parfois. Il faut faire attention aux frais de port, parce que parfois, ils nous arnaquent aussi avec ça. Le must, c'est de passer par de l'Alibaba. Donc, c'est de l'AliExpress. Et là, tu passes de 7 € à 1,40 € ton sonar. Et moi, j'achète tous mes sonars là-bas et je les touche à un moins d'1,50 $ pièce. Ce sont les mêmes. Les mêmes. Les mêmes. Même les nanos, en ce moment, je les touche à 1,94 $ en ce moment. Câble inclus. Alors, qui va aller faire les prochaines soirées, enfin, commander son matos chez AliExpress? Parce que là, ça coûte vraiment pas cher. Non. Et se pointer au début, à l'entrée de quelconque salle de fête, salle de soirée, genre Doc de Paris, Glazart et compagnie, et aller fourguer ça au public pour 10 balles, alors que ça coûte 7 à fabriquer. Voilà. Et je suis à peu près sûr, en plus, que ça marcherait. Oui. Le nom d'un autre site Ou alors chinois vous qui faites un s'appelle, truc pas drôle, un Banggood. détecteur de crevaison. Banggood aussi. Ça marche pas sur les RER. De toute façon, il n'y a pas de pneus. Et bah, merci beaucoup pour votre attention. Merci et à puis, tous. si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là. Et puis on est là. On reste encore quelques heures, donc si jamais vous nous voyez, vous nous chopez, vous nous apportez à boire, ça nous aide à parler. Non, lui, vous pouvez le choper, moi, vous me parlez seulement. Voilà, et là on a eu un échange d'informations. Alors, en fait, regarde. On peut débugger? Non. On peut pas faire avec Non, tu peux pas débugger. Tu peux pas débugger. Ouais. Ouais, d'accord. Et il y a aussi
Il fallait avoir un orgasme quand j'ai vu le truc. Ah oui. Ah, parce que, en fait,